L'un des plus grands producteurs pétroliers du monde, l'Arabie Saoudite vient de choquer la communauté des scientifiques américains. Et comment une telle décision impacte-t-elle les autres scientifiques, en particulier ceux du continent américain ? Découvrons ensemble. Que savoir de la géographie de l'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite est un pays situé dans la région du Proche-Orient et représente la plus grande partie de la péninsule arabique. En langue arabe, il est connu sous le nom d'As Saoudiya. Selon les chiffres les plus récents disponibles, la population de l'Arabie Saoudite en 2021 est estimée à environ 35,3 millions d'habitants. En ce qui concerne le PIB, en 2020, l'Arabie Saoudite a enregistré 793,97 milliards de dollars selon les données du Fonds monétaire international. Cependant, il convient de noter que la pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur l'économie en 2020, entraînant une baisse de 3,9% du PIB par rapport à l'année précédente. L'Arabie Saoudite est entourée par plusieurs pays et étendues d'eau. Elle partage ses frontières nord avec la Jordanie, l'Irak et le Koweït, tandis qu'à l'est, elle est bordée par le golfe arabo-persique et le Qatar. Au sud-est, elle est limitrophe des Émirats arabes unis et des sultanats d'Oman. Et au sud, par la République du Yémen. À l'ouest, elle est entourée par la mer Rouge et le golfe d'Aqaba. Les frontières du sud-est et du sud ne sont pas précisément délimitées et font l'objet de contentieux avec les pays voisins. Depuis la réforme administrative de 1993, le pays est divisé en 13 districts administratifs, chacun ayant un gouverneur nommé et une assemblée constituée de notables locaux. Les grandes villes élisent leur propre gouvernement municipal et les autres villes et villages sont administrés par des conseils d'anciens. Riyad est la plus grande ville d'Arabie Saoudite, avec une population de 1,9 million d'habitants. Jeddah est une ville portuaire située sur la mer Rouge, tandis que la Mecque est la capitale religieuse de l'islam et le plus grand centre de pèlerinage de la religion. Médine, également appelée la ville en arabe, est une ville sainte, tandis que Daman est le centre pétrolier du golfe arabo-persique. Il faut citer aussi Yanbu, situé sur la mer Rouge, qui est un centre industriel qui a vu le jour dans les années 1980. L'Arabie Saoudite s'étend sur une superficie comprise entre 1 750 000 km² et 2 200 000 km², selon les estimations. La majeure partie de son territoire est désertique ou semi-désertique, soit 98% de la superficie totale. Les deux grands déserts du pays sont le Nefoud, également connu sous le nom de les Sables en arabe, situé au nord, et le Ar-Roub al-Khali, également appelé le quartier vide en arabe, situé au sud. Le long de la mer Rouge, une plaine côtière de 70 km de large est bordée par la barrière montagneuse du Hejaz, qui se prolonge au sud par l'Azir, atteignant une altitude moyenne de 1200 mètres, culminant à 3133 mètres. Le plateau du Nejd occupe le centre du pays et s'étend entre les deux déserts du Nefoud et du Ar-Roub al-Khali, avec une altitude moyenne de 1000 mètres et une steppe pauvre qui le recouvre. À l'est, la plaine d'Assa, longue de 500 km et bordant le golfe arabo-persique, renferme d'importants gisements pétroliers. Le plateau central est traversé par quelques wadis, des cours d'eau asséchés sauf pendant la saison des pluies. Les principaux wadis sont le Dawassir au sud, qui relie le pays au Yémen, et le Al-Rouna et le Hanifa au centre du pays. Le climat de l'Arabie Saoudite est désertique, avec une chaleur extrême et la sécheresse qui règne dans la plus grande partie du pays. Le long de la plaine littorale en revanche, le climat est chaud et humide. Les températures moyennes sont 20,2 degrés Celsius en janvier et de 42,8 degrés Celsius en juillet à Riyad. À Jeddah et Riyad, les précipitations annuelles respectives sont de 54 mm et de 101 mm, mais les rivières et les lacs ne sont pas permanents en raison de la sécheresse générale. En termes d'activité économique, le pays est principalement tourné vers l'industrie pétrolière, qui représente la majorité de ses exportations. La capitale de l'Arabie Saoudite est Riyad, qui compte environ 7,6 millions d'habitants, tandis que la population totale du pays a atteint 35,4 millions d'habitants en 2021. L'Arabie Saoudite frustre les dirigeants américains avec sa politique pétrolière. Le prince héritier Mohammed Ben Salman, surnommé MBS, de l'Arabie Saoudite, a pris le risque de provoquer une guerre des prix sur le marché mondial du pétrole. Début mars 2022, il a décidé de faire chuter les prix en inondant le marché de pétrole de basse qualité. Cette décision a contribué à l'effondrement actuel des prix du baril de pétrole qui s'est produit dans un contexte mondial déjà affaibli par la pandémie de coronavirus. C'est une manœuvre risquée de MBS qui s'est fait contre l'avis de ses principaux conseillers et a entraîné une tension croissante entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, où même le président Donald Trump a commencé à se méfier de son principal allié. MBS avait été l'un des principaux alliés de Donald Trump depuis son arrivée à la Maison Blanche. Toutefois, les relations entre les deux pays se sont détériorées après l'assassinat de l'opposant saoudien Jamal Khashoggi en 2018. La manœuvre risquée de MBS pourrait avoir des conséquences sur les relations entre les deux pays à long terme. Il cherchait à gagner des parts de marché pour les hydrocarbures saoudiens en concurrence avec la Russie.
Cette décision a été prise au détriment des raffineries d'Asie et du sud de l'Europe, qui étaient auparavant contrôlées par la Russie. Toutefois, cette manœuvre visait également à affaiblir l'industrie du pétrole du schiste américain, qui était devenue une source importante de production d'énergie pour les États-Unis. En effet, l'Arabie Saoudite, qui possède des réserves de pétrole importantes et produit du pétrole à un coût très bas, peut facilement rivaliser avec la production de pétrole de schiste plus coûteuse des États-Unis. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, avait qualifié cette manœuvre de jeu de la roulette russe en raison de ses risques élevés. Les effets économiques de la pandémie de Covid-19, qui ont réduit la demande de pétrole, ont amplifié ces risques. Les analystes ont souligné que cette manœuvre pourrait nuire aux intérêts économiques de l'Arabie Saoudite à long terme et affaiblir sa position sur la scène mondiale. En effet, les revenus du pays dépendent en grande partie de la vente de pétrole et la chute des prix pourrait entraîner une crise économique sans précédent. Le pays a finalement réussi à obtenir un accord avec les principaux producteurs de pétrole, réduisant l'offre de 10 millions de barils par jour, soit près de 10% de la production mondiale. Mohammed Ben Salman avait ainsi consolidé sa position de leader sur le marché mondial du pétrole. Cependant, l'expert Cinzia Bianco prévient que l'épisode n'est pas terminé et que les risques demeurent élevés pour l'Arabie Saoudite. Les parlementaires américains représentant les États producteurs de pétrole, tels que le Texas ou le Dakota, ont réclamé des sanctions contre le pays, comme le retrait des missiles de défense Patriot ou le départ des forces américaines stationnées dans le royaume. Ces menaces proviennent aujourd'hui du camp républicain et des responsables politiques proches du président Trump. Kevin Cramer, le sénateur du Dakota du Nord, s'est fait le porte-parole de ce mécontentement, affirmant que les Saoudiens ont mené une guerre contre les producteurs de pétrole américains pendant que les États-Unis défendaient les leurs. Il a également averti que ce genre d'action ne s'oublie pas facilement. Les républicains sont mécontents des actions de MBS car elles portent atteinte à la volonté de Donald Trump d'assurer la domination énergétique des États-Unis et nuisent également aux producteurs de pétrole américains. Le secteur pétrolier américain est actuellement en grande difficulté, menacé de faillite à cause de la pandémie de Covid-19. Il représente des dizaines de milliers d'emplois, une situation qui ne sera pas sans conséquence pour Donald Trump en pleine année électorale. Le président américain a toujours soutenu un prix du pétrole abordable, considérant que cela correspondait aux attentes de son électorat qui se déplace beaucoup en voiture. Il y a aussi la promesse de domination énergétique et d'indépendance pétrolière qui était l'un des piliers de sa politique Make America Great Again. Cependant, les enjeux pour MBS sont tout aussi importants. Après avoir réussi à obtenir un accord avec les principaux pays producteurs pour réduire l'offre de pétrole, il risque maintenant de mécontenter l'Amérique. La crise économique due à la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'aggraver la situation financière de l'Arabie Saoudite, qui a dû réduire son budget annuel de plus de 13 milliards de dollars. Avec de grandes inégalités de traitement et des rentrées financières liées au pèlerinage de la Mecque réduites à néant, des plans d'urgence budgétaires sont sur la table qui pourraient signifier des coûts budgétaires supplémentaires de 50 milliards de dollars. L'annonce de la trêve au Yémen, après une intervention de 5 ans, pourrait également être une tentative de soulager le fardeau financier du pays face à l'effondrement du prix du baril. Mais la situation économique reste préoccupante et les risques sont élevés, notamment en ce qui concerne la satisfaction de l'Amérique. Remontons un peu plus dans le temps pour en apprendre beaucoup plus sur l'histoire du pétrole saoudien. La découverte du pétrole en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est devenu un enjeu stratégique majeur dans l'histoire pétrolière depuis la découverte du pétrole en Iran en 1908 et en Arabie Saoudite, Bahreïn et Koweït dans les années 30. L'entrée des compagnies américaines dans la région est le principal phénomène de cette étape. En 1928, l'accord de la ligne rouge détermine les principes d'une action collective des compagnies américaines et des intérêts anglo-français. Les compagnies pétrolières sont alors les seules à détenir les prérogatives pour l'exploration, la production, le transport, le raffinage et la distribution du pétrole. Les États producteurs cèdent l'essentiel de leurs prérogatives aux compagnies sous forme de concessions, avec des contrats de très longue durée. Elles versent un pourcentage sur la production et, le cas échéant, un droit d'entrée et un loyer annuel en échange de l'exclusivité de la production et de l'exploitation. Jusqu'au milieu des années 50, les majors dominent totalement l'industrie pétrolière dans son ensemble. Seuls Bahreïn et l'Arabie Saoudite sont exportatrices de pétrole, tandis que le Moyen-Orient est essentiellement constitué par l'Iran et l'Irak. En quelques années, l'Arabie Saoudite et le Koweït vont accéder au rang de producteurs majeurs, et le Moyen-Orient deviendra de plus en plus le pivot de l'économie pétrolière mondiale. Les années 1950-1970, dans le marché pétrolier, ont été marquées par l'accroissement rapide de la production et de la consommation de pétrole, la décolonisation et les revendications des États consommateurs exclus du cartel.
Ces facteurs mettent progressivement en cause le contrôle absolu des majors sur le pétrole de la péninsule. Les États bénéficiant de relations moins déséquilibrées avec eux ne sont pas en première ligne de ce mouvement, mais récoltent souvent le fruit de luttes menées par d'autres États producteurs. Pour lutter contre la baisse des prix relatifs et absolus du pétrole, certains États exportateurs se sont unis dans l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, en 1960, dont l'Arabie Saoudite et le Koweït sont parmi les 5 membres fondateurs. Les 13 membres de l'OPEP assurent actuellement entre 80 et 90% des exportations mondiales. Bien que l'action de l'organisation ne se fasse sentir que progressivement, la concertation entre producteurs, l'alignement systématique sur la situation du plus favorisé et la recherche de nouvelles relations avec les compagnies influent rapidement sur les comportements des États et leur position face aux producteurs. Leurs revenus amorcent assez rapidement une courbe ascendante. Les États producteurs créent des compagnies nationales pour ébranler le monopole des majors et prendre le contrôle de l'industrie pétrolière. Le plus souvent, ces compagnies nationales sont des instruments d'acquisition et de maîtrise des technologies, ainsi que le moyen d'une intervention croissante dans l'industrie pétrolière. De nouveaux partenaires, les indépendants américains et certaines compagnies nationales des pays consommateurs font leur apparition sur le marché pétrolier dans les années 1950. Pour prendre place dans les États producteurs, ils doivent consentir des conditions nettement plus favorables que les majors et contribuent ainsi à ébranler leur toute-puissance. En Libye, les indépendants américains, peu implantés à l'extérieur jusque-là, doivent acquérir une place égale à celle des majors en quelques années et contribuer à la rupture du front des compagnies. Au Moyen-Orient, monopole absolu des majors, les indépendants, Getty Oil et Amin Oil notamment, ainsi que les compagnies européennes ou japonaises, réussissent à contrôler environ 10% de la production, notamment dans les zones neutres de Koweït et d'Arabie Saoudite. Depuis 1970, de nombreux événements ont changé le paysage économique de l'industrie pétrolière. Les spécialistes n'ont pas prédit la fin abrupte de 50 ans de domination économique du pétrole. Cependant, les changements ont commencé dès 1970-1971, renforçant le rôle du Moyen-Orient comme pivot du marché pétrolier mondial. Les hausses de prix et de revenus ont commencé en 1970, avec des membres de l'OPEP préconisant des hausses sensibles. Les accords de Téhéran de 1971 ont été décisifs pour les États du Golfe, augmentant les taxes sur les bénéfices et révisant les prix affichés. Les accords de Genève de 1972 et 1973 ont tenté de corriger les effets des perturbations monétaires et de la baisse du dollar. Par la suite, les taux de l'impôt sur le revenu et de la redevance ont augmenté, atteignant respectivement 85% et 20%. Les hausses de prix qui ont suivi en 1973 ont été décisives, avec les producteurs augmentant unilatéralement les prix de 70% en octobre et doublant les prix en décembre. Ils ont alors augmenté de 4 fois environ en début 1973. Les questions essentielles sont devenues celles des rapports entre les pays producteurs et de leur capacité de s'entendre ou non sur un prix unique. Les prix réels n'ont guère augmenté de 1974 à 1978. Les modérés du Golfe tentant de neutraliser la politique de hausse rapide de l'Algérie, de la Libye et de l'Iran. De 1979 à 1980, une nouvelle vague de hausse s'est produite, entraînant une augmentation considérable des revenus. La nouvelle situation pétrolière a nécessité la révision du système des concessions dans sa forme dominante pour répondre aux exigences de la souveraineté des producteurs. Contrairement à d'autres pays de la région où les intérêts britanniques dominaient, l'Arabie Saoudite est devenue un terrain de chasse pour les États-Unis en raison des mauvaises relations du roi Ibn Saud avec les Britanniques. La première concession pétrolière est accordée à la Standard Oil of California en 1933, suivie par Texaco, Sault, New Jersey et Mobile entre 1934 et 1948. En 1944, la société est rebaptisée Aramco et les parts des actionnaires ont été stabilisées avec des pourcentages de 30% chacun pour SoCal, Exxon et Texaco et 10% pour Mobile. En 1974, le gouvernement saoudien a acquis une participation de 25% dans Aramco, qui est passée à 60% plus tard. Malgré l'accord de principe pour le contrôle étatique total d'Aramco en 1974, la société a continué à jouer un rôle important en Arabie Saoudite, y compris les investissements d'exploration et les opérations de production. En 1978, Aramco produisait plus de 8 millions de barils par jour et contrôlait environ 25% des réserves mondiales. Deux sociétés opéraient dans la zone neutre, Getty Oil Company, qui était concessionnaire depuis 1949 et travaillait conjointement avec Amin Oil, le concessionnaire pour la plupart du Koweït dans la zone neutre, et l'Arabian Oil Company, un consortium japonais opérant en mer qui produisait environ 300 000 barils par jour en 1978. La Société nationale saoudienne Petromine a été créée en 1962. Elle a progressivement réduit ses activités industrielles pour se concentrer davantage sur les ventes directes de pétrole brut saoudien.
Les spéculations suggèrent que Petromine et Aramco pourraient fusionner lorsque cette dernière sera entièrement nationalisée. Le rôle important de l'Arabie Saoudite sur le marché mondial du pétrole est dû à sa production, qui la place au deuxième rang des producteurs mondiaux après l'Union soviétique, avec 510 millions de tonnes produites en 1979. C'est le seul producteur de pétrole au monde qui peut augmenter ou diminuer considérablement la production sans long délai. Les réserves prouvées du pays sont également importantes, avec au moins 23 milliards de tonnes, plus de 26% des réserves mondiales, dont plus de 11 milliards provenant du seul champ pétrolifère de Ghawar. En 1978, le plus gros acheteur de pétrole saoudien était le Japon, suivi des États-Unis et de la France. Il est clair que l'Arabie Saoudite n'est pas un nouveau-né sur le marché pétrolier. Le pays a passé assez de temps dans ce commerce et il faut avouer qu'il a une certaine expérience. Toutefois, les Américains aussi ne sont pas naïfs et sont connus comme l'une des plus grandes puissances économiques au monde. Un conflit entre les deux nations ne serait donc pas le bienvenu, vu les nombreuses déconvenues que cela pourrait entraîner dans leur économie respective et dans le rang des consommateurs. Souhaitons vivement qu'un terrain d'entente soit rapidement trouvé et que les choses s'arrangent. Pour l'instant, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, que nous vous invitons à liker si vous avez apprécié. Laissez-nous vos impressions en commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. A bientôt sur Agora.